Alors, merci à toutes et à tous. Euh, Autant je me sens proche de notre ami et notre sœur, parce que si je devais aborder aujourd'hui la question du mouvement citoyen que je préside, j'aurais été très incisif. Mais comme j'ai choisi de parler de l'influence de la Chine, de la montée en puissance de la Chine en Afrique, je vais essayer de moins noircir le tableau parce qu'il s'y passe des choses. Alors, Ensemble le Togo a un triptyque d'objectifs. Une vision, c'est-à-dire permettre à chaque Togolais d'avoir 3 repas par jour. Avoir 3 repas par jour, bien entendu, on ne va pas donner à manger ni donner de l'argent. Donc, cela se complète par 2 démarches empiriques et systémiques. L'empirique, c'est l'endogénisation de nos savoir-faire. C'est de ça que parlait notre frère et notre sœur. Il faut que nous fassions les choses par nous. Et le troisième, c'est 3 modèles économiques, c'est-à-dire l'économie de la connaissance, l'économie bleue et l'économie circulaire. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en détail de ces 3 modèles économiques. S'il y a des questions, je pourrais être amené à répondre. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est quel est le changement géopolitique introduit par la montée en puissance de la Chine en Afrique aujourd'hui. Ce changement est franchement géopolitique. Et cela nous amène à poser quelques questions. Est-ce que nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme? Est-ce que veut-on, comment dirais-je, changer des choses comme la Chine est en train de le faire? Ou alors, est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à faire des sacrifices dont le succès ne serait peut-être pas là? Voilà, ce sont ces questions-là que je me pose. Mais la montée de la Chine en Afrique est un sujet vraiment géopolitique. Dans un passé récent, des bâtisseurs ont pu édifier des cathédrales. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'avoir des rêves comme ces bâtisseurs en Afrique? Est-ce qu'on est capable de faire des choses pour nous, Africains, et par nous, Africains, et pour les Africains? Ce sont les questions à poser entre nous, Africains, d'abord, à travailler entre nous, Africains, et à essayer d'exposer à nos dirigeants. Si et seulement si ces derniers ont l'oreille fine pour pouvoir entendre l'expression qui émane de nos peuples. Mais je reste dubitatif parce que j'ai l'impression que ces derniers ont une épée de Damoclès sur leur tête, et une épée qui vient d'ailleurs, dont les tranchants sont tellement affûtés que nos dirigeants sont fébriles, incapables de répondre à nos populations. Donc, c'est cette analyse prospective que j'ai à cœur de mener au sein de Ensemble le Togo et arriver à apporter des solutions. Toutefois, comme je le disais, il faut moins noircir le tableau. La présence de la Chine en Afrique aujourd'hui apporte des réalisations. Et quelles sont ces réalisations? Il y a l'initiative chinoise, ce qu'on appelle une ceinture, une route, qui est le projet le plus important aujourd'hui en Afrique. Il y a également le réseau ferré panafricain à grande vitesse qui va sillonner toutes les principales villes de l'Afrique d'ici à 2063. Je vais énumérer, mais je pense que Sébastien se fera le plaisir de rentrer en profondeur de ce sujet-là, parce que je le connais assez, il est assez pointu là-dessus. Il y a également le projet trans-sahélien Nouakchott-N'Djamena et la boucle ferroviaire, ce qu'on appelle Africa Rail, de 1300 km qui va traverser le Togo, le Niger, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Il y a également la revitalisation du lac Tchad, le projet hydroélectrique Enga 3 de la RDC et le corridor du développement en Afrique de l'Est. La Chine s'est engagée en Afrique et a aidé les Africains sur les grands projets. Ce qui fait qu'elle engrange des parts de marché assez importantes et au détriment de nos partenaires classiques, la France et les États-Unis. Donc, ce qui fait que la France passe d'une part de marché de 12% à 6,5%. Et la Chine engrange jusqu'à 15%. Donc, l'Afrique constitue un marché important pour la Chine qui doit écouler ses excédents commerciaux. Sinon, il risque d'avoir
enrayer sa croissance économique. Donc, nos amis le disaient tout à l'heure, l'Afrique est, pour moi, comme un camembert que les uns et les autres se partagent. Vous verrez tout à l'heure tous les autres aussi qui rentrent en jeu pour partager ce camembert libre d'accès. Donc, en 2013, il y avait le lever de rideau chinois sur sa vision mondiale qui est portée sur la route de la soie. Nous sommes dedans, même si notre frère parlait de la déroute de la soie. Je pense qu'il était un peu dur par rapport à ce que peut gagner à la Chine. Mais bon, c'est un débat qui est ouvert. Donc, mais effectivement, cette présence chinoise en Afrique fait poser quelques questions. Quand on voit l'accaparement des terres productives africaines qui sont louées entre 25 et 99 ans, on se pose des questions. Comment peut-on louer nos terres à des Chinois d'un siècle, d'un quart de siècle à un siècle? Il y a des baux de 999 ans aussi pour l'Europe. Ah, voilà un complément d'information qu'il faut savoir. Donc, c'est... 999. Ouais. C'est des terres presque perdues. Je dis presque, mais c'est des terres perdues. À jamais. Pardon? Voilà, je vous laisse ça te le dire. Donc, ce qui fait que l'augmentation du portefeuille et des investissements chinois en Afrique crée des réactions dans le monde entier. Et ces réactions viennent des Occidentaux, des États-Unis. Vous savez que il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, et cette guerre s'est déplacée en Afrique. Mais je ne suis pas sûr que cette guerre des éléphants, l'Afrique est capable de la contenir. Comme on dit, quand les éléphants se battent, ce ne sont pas les herbes qui sont piétinées, mais ce sont les fourmis. Je ne sais pas si nous sommes des fourmis, mais presque. Donc la question est tellement brûlante que John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Trump, a déclaré en 13 décembre 2018, je vais citer sa déclaration, vous voyez comment l'hôpital se fout de la charité. Les pratiques prédatrices poursuivies par la Chine et la Russie freinent la croissance économique en Afrique, menacent l'indépendance financière des pays africains, empêchent les investissements américains, entravent les opérations militaires américaines et constituent une menace importante pour les intérêts de la sécurité nationale des États-Unis. Des États-Unis, des États-Unis, hein, des États-Unis. Bon, voilà. Donc, ce qui fait qu'en réaction, en contre-réaction, les Américains ont renforcé leur présence militaire dans leurs 34 sites qui existent en Afrique, avec 7200 djihadistes qu'ils ont postés pour contrer l'influence, la montée en puissance de la Chine dans ces zones-là. Et ce sont les zones dans lesquelles la Chine a installé des grosses infrastructures, et ce qui fait que la Chine aussi ne peut pas rester de reste. Qu'est-ce qu'elle a fait? Notre soeur en parlait. Elle a installé une première base militaire en Djibouti. Parce qu'elle aussi veut défendre ses intérêts dans la mer Rouge. Donc, pour la première fois de son histoire, alors que pendant longtemps, les Chinois avaient dit qu'ils n'avaient pas intérêt à installer des bases militaires. Maintenant, ils y sont en Djibouti. Donc, cette guerre entre les Occidentaux entraîne vraiment d'autres réactions et d'autres pays, poussés par d'autres partenaires. C'est l'Inde. L'Inde qui rentre en jeu. L'Inde aussi rentre en jeu parce que ce qui fait que la Chine et l'Inde maintenant sont en situation de compétition très active dans l'Est de l'Afrique. La Chine procède par des constructions d'infrastructures physiques avec l'attribution des prêts financiers assez importants, tandis que l'Inde tâche d'améliorer le sort des populations africaines au travers des programmes de formation professionnelle, de la scolarisation et de la santé. Donc, l'Inde dispose, il me reste 2 minutes, l'Inde dispose vraiment d'une diaspora très active en Afrique, beaucoup le savent. Donc, de surcroît, l'Inde aussi a installé une base militaire aux Seychelles et elle disait que cette installation ne gêne à rien puisque ça ne cible personne. Donc
on peut penser, on peut imaginer que l'Inde est aidée par ses partenaires occidentaux pour pouvoir contrer la Chine dans ces zones-là. Puisqu'il me reste que 2 minutes, je vais essayer d'abréger. Il te reste combien quantité? Pas grand-chose. Ouais, voilà. Donc, alors, pour également contrer justement cette montée en puissance de la Chine, les Occidentaux brandissent le piège de la dette. Et ça se passe aujourd'hui. Tout récemment, il y a 2 jours, je suivais sur France 24, où les Américains reprochaient aux Chinois 3 choses. 1, de ne pas respecter les accords de commerce international, de financer ces entreprises et de faire le piratage industriel, comme si eux, ils n'en font pas. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, cette rhétorique sur le piège de la dette a provoqué quand même une réaction par rapport à la négociation entre le FMI et le Congo-Brazzaville, et ce qui fait que les choses s'enlisent et ça n'évolue pas. Et parce que les Américains et les Français, les Occidentaux du moins, il faut absolument empêcher la Chine d'évoluer. Donc l'enjeu politique est d'envergure. Aujourd'hui, les métaux rares que nous utilisons dans nos Android viennent d'où? Voilà. Donc, ce qui fait que l'Afrique est un camembert, je le disais, et nous, Africains, quel est notre positionnement? Qu'est-ce qu'on en fait? La question se pose. Donc, pour vous dire comment ce camembert est partagé par les uns les autres, vous voyez que la Chine a décidé, avec sa vision de la nouvelle route de la soie, depuis 2013, l'Inde, en 2017, a créé le couloir Asie-Afrique. Les États-Unis, en 2018, ce qu'on appelle le Prosper Africa. La Russie monte en puissance avec son armée. Les Européens, forts de leur zone de confort, sont absents dans ce combat. Mais en douce, la diplomatie joue quand même. Hein. Bon. Et pour en finir, pour moi, il y a 2 scénarios qui résulterait de cette multilatéralisation des enjeux. Le premier scénario, qui est préférable pour l'Afrique et ses partenaires, c'est une stabilisation du niveau de compétition par la préservation d'un équilibre stratégique entre les acteurs et la mise en avant d'une solution gagnant-gagnant, pour que chaque participant puisse profiter d'une stabilité continentale. Le scénario catastrophique serait une montée en puissance des risques de déstabilisation au fur et à mesure que les puissances rivales se retrouvent en contact dans cet espace fragile. Une compétition hostile pourrait monter entre elles, forçant les Africains plus faibles, à objet de compétition géopolitique, à choisir leur camp. Et pour en finir, je dirais la meilleure proposition à formuler à la perspective de ces 2 scénarios est que l'Afrique adopte une stratégie collective qui oblige les partenaires à travailler ensemble en veillant à préserver les équilibres et les intérêts stratégiques. Mais cette proposition aussi est utopique, car elle suppose une coordination et une confiance réciproque de la part de tous les partenaires. Utopique, je disais, Oscar Wilde disait, l'utopie, c'est l'avant-garde de tout développement. Voilà. C'est fini.